Cet épisode a une distance de 10 km à un pace de 6 minutes 55. Au cours des derniers 5 jours, Coach Bill et moi, on a été bénévoles coureurs pour le Défi des Demoiselles. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un regroupement de femmes qui réalisent un défi de course, soit de 50, soit de 100 km en 4 jours, sous forme de course à relais, ayant chacun une distance de 10 à 13 km. Tout au long de l'année, les 31 femmes qui ont participé au défi ont amassé des fonds qui vont être remis au centre d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales. Cette année, un total de 98 000 $ a été ramassé pour amener la somme totale au-dessus du million de dollars qui a été amassé pour la cause. Aujourd'hui, on va aborder d'une façon consciente et concrète différentes réalités qu'on rencontre comme coureurs, mais qu'on a pu observer d'un œil différent comme bénévole au cours de ces 5 derniers jours auprès des demoiselles. Bonne écoute! Salut Coach Isa! Salut Coach Bill! Comment tu vas? Ça va bien, toi? T'as-tu couru cette semaine? Mais j'ai couru cette semaine. Je t'en raconte une parmi plusieurs. Au lever du soleil, les lueurs, c'était mauve, bleu, orange. La vibe était bonne. Puis, je me suis collée à une demoiselle. Je me suis collée à plusieurs demoiselles pendant le défi. Mais là, à ce moment-là, c'est une ancienne demoiselle avec qui j'ai fait un de mes propres défis. Puis, j'aime ça faire ça quand il n'y a plus grand-chose à dire, plus grand-chose à faire quand ça a l'air de mal aller. C'est juste de se positionner un peu comme un miroir à côté de la personne, ajuster la cadence, rappeler de façon, pas avec des mots, mais mettons avec des gestes comme respirer. Fait que respirer un petit peu plus fort pour que de temps en temps, la personne pense « OK, c'est vrai, il faut que je respire. OK, ma cadence. » Fait que je te salue, Maude. J'en saluerai tellement beaucoup. Mais en tout cas, je vais commencer avec Maude, puis on verra au cours de l'épisode à qui je dis bravo, puis un beau bonjour. Toi, t'as-tu couru cette semaine? Moi aussi, c'est ça, par plein de petits bouts. Là. Ça a été 4 jours très, très intenses et inspirants. Puis il y en a un, à mon image, ceux qui me connaissent, je suis un peu maladroit, puis un peu gaffeur, un peu beaucoup. Et rajoute à ça, je me fais beaucoup confiance. Fait que quand je vois une tâche, ouais, je suis capable. Puis là, on a passé à côté sur un des relais, on était au petit matin, justement, le soleil se lève, puis on a passé à côté d'un garage, puis il y avait une douille de 10 000 watts, une douille de ratchet à terre. Hey, je l'ai vu. Pour vrai? J'ai pas vu faire, j'écoute ton histoire. Là, je vois la douille à terre, je dis, hey, ça, tu piles là-dessus, tu te lances solide, là. Je veux dire, c'est une bonne bêche. Fait que moi, je pensais aux autres filles qui allaient faire le relais dans les prochaines heures. Je vais la tasser. Fait que j'ai botté la douille. J'ai botté la douille sur 2 filles. J'ai pogné. Parfait. Ting ting! Deux souliers. Puis la douille est restée sur le chemin. Non, non. C'est total. Prochaine fois, on laisse ce projet-là. Ah oui, ben, j'ai essayé une prochaine fois sur le même relais, il y avait une espèce de bout d'écorce, puis j'ai fait une espèce de passe avec mes pieds pour la botter par en arrière. J'ai pas pogné personne, mais celle qui était derrière moi a fait un ça à sale quelqu'un. saut. Ouais, j'ai eu conscience du saut. Ah ouais, c'est ça. T'es dans ta tête, t'entends un... Qu'est-ce que c'est ça? Fait que bref, ça a été une bonne intention, mais mauvaise exécution. On salue tes bonnes intentions. Oui, c'est ça. Merci. 2-3 petites choses que j'ai vues dans ma tournée des réseaux avant qu'on se lance. Écoute, une première mondiale, un marathon qui va se faire dans un IKEA en Angleterre. Fait que ça se passe en mois de décembre prochain, 2026. Il y a juste 80 places. Fait que vraiment, c'est limité. Puis c'est au profit des organismes qui redonnent pour de la sécurité alimentaire. Okay. Et au ravito, ça va être les fameuses boulettes suédoises du IKEA. Ce sera une médaille à assembler aussi. Oh, c'est ça. Oui, puis les gens vont avoir 6 heures là, pour faire le parcours dans le IKEA ce qui disait c'est super facile. Contrairement à d'habitude, il est déjà tout balisé. Tu suis les flèches, tu suis le parcours, tu fais tout le showroom d'IKEA. Ah, ça va être Ah, ouais. Ensuite, un autre que j'ai vu, ça m'a fait rire. C'est comment détecter des irritations après une longue run. C'est super facile. Dans le fond, tu te déshabilles, tu allumes ta douche, puis là, quand c'est prêt, tu embarques dans la douche, puis tu as trouvé le problème. C'est sûr que tu peux identifier toutes les zones où ça chauffe. Facile de même. La dernière m'a fait rire, mais plus pour toi qui est tatoueuse.
C'est un gars qui dit, ouais, il dit, il y a une vieille madame avec beaucoup de jugement qui m'a dit, ouais, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir l'air ton tatou, mais que c'est vieux. Et lui répondre, tu le verras pas. Merci de faire le suivi des réseaux sociaux pour les tatous. Ouais. Hey, Coach Bill, moi, là, ce que j'ai quand j'ai besoin d'équipement, c'est d'avoir à faire comme 4 magasins pour magasiner. Puis c'est pas juste pour ça, là. Moi, on part magasiner, mettons, les fournitures scolaires ou les vêtements pour mes enfants, là, après 2 magasins. C'est comme, c'est terminé, on n'a pas trouvé ce qu'on avait, tant pis, une autre fois. Fait que, c'est ça. Moi aussi, j'aime ça quand c'est simple. Puis, écoute, récemment, j'ai voulu aller m'acheter une casquette dans une grande surface. Puis, j'étais arrivé là, t'es toute lettre. Fait que, tu sais, finalement, je suis revenu, j'ai juste perdu du temps dans ma vie, là. Puis, j'ai toujours pas de casquette. Puis ça semble être plus productif d'y aller sur place pour les essayer. Ouais. Mais en même temps, c'est pas super compliqué d'y retourner. Fait que, Non, c'est ça. t'as plus de choix. Puis c'est justement ce qu'on aime d'Altitude Sport. Tu sais, tu peux commander tes souliers, tes vêtements techniques, puis pour faire du lien avec l'épisode d'aujourd'hui, ben, tu peux magasiner tes accessoires d'hydratation même au même endroit. Les vestes, les ceintures d'hydratation. Fait que c'est super simple, une livraison super rapide. Dès le lendemain, n'importe où au Canada. Puis si tu es à Montréal, ben c'est le jour même. Sans oublier les retours faciles avec un code QR. Comme tu dis tantôt, on se préoccupe de ben, je vais aller laisser un magasin, mais si tu veux l'essayer Tu manques de chez choix. vous, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, chez vous, puis si ça fait pas, sur ship ça, that's it. On est mieux de sauver sous le temps de magasinage. Je pense que oui. Puis vous avez notre code promo que vous pouvez toujours utiliser entre deux courses 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Fait que là, Coach Bill, as-tu envie d'expliquer aux auditeurs, on a déjà expliqué c'est quoi, comment ça fonctionne, le défi en termes d'équipe, mais comme bénévole coureur, c'est notre première expérience. Ouais. Fait qu'on va expliquer un peu en quoi ça consistait. Parce que toi, tu l'as vécu comme demoiselle. Nous deux, on l'a vécu comme coach. Mais là, effectivement, comme bénévole, c'est différent. Oui. Écoute, ce que ça consiste, en fait, c'est super simple. C'est d'être là pour tous les petits, grands besoins des filles. Mais ça a vraiment plusieurs facettes. Donc, essentiellement, nous, on part on a notre équipe de bénévoles. On avait cette année 3 équipes de bénévoles en rotation. Fait qu'on partait pour un genre de 6 heures, 6 heures et demie à peu près. Évidemment, on ne court pas pendant 6 heures. Non, c'est ça. On n'est pas 6 personnes à courir pendant 6 heures à côté des demoiselles. Exact. Fait qu'on on se fait des petits. C'est vraiment pas structuré. On va vraiment au feeling. Ben, je sors, je fais un bout. Ou, tu sais, je vais me préserver parce que tantôt, on sait qu'il va faire plus chaud, il va avoir des plus grands besoins, il va y avoir une côte, on va tout sortir. Il y a plein de choses comme ça. Mais essentiellement, c'est assez intuitif. Là. On sort, on rentre, on se parle, on se communique, on s'assure d'être assez selon le nombre de demoiselles pour bien les accompagner puis répondre à leurs besoins. Fait que là, si on fait un rappel, c'est un relais de entre 10 et 13 km. Il y a un véhicule de tête. C'est là où sont assis les bénévoles qui ne sont pas en train de courir, mais on a une vision sur les coureuses. Donc, on peut avoir une bonne idée sur qui va bien, qui va moins bien. Y a-tu un boitement? Ben, on observe de ce point de vue-là. Il y a un véhicule de queue aussi qui vient fermer la route. Donc, notre rôle à jouer est autant important quand on est en arrêt, entre 2 portions de course, puis quand on est justement à côté des demoiselles pour aller chercher des éponges, aller chercher des jujubes, essayer de les distraire ou essayer de rappeler sur qu'est-ce qui est important pour être capable de finir son relais parce que ça peut être vraiment épuisant. Puis c'est vraiment, tu sais, souvent les filles, on les voit, il y en a qui tombent dans leur tête ou que tu dis, oh, t'as peu là, ça va bien, ou qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Fait qu'on se développe aussi une espèce, comme entre bénévoles, une espèce de complicité ou des messages qui ont réussi, tu sais, des fois, à s'échanger l'information sans que les filles en soient conscientes Oui, aussi. c'est Là. ça. Pas juste, hey, elle va pas bien, venez faire quelque chose. Non, tu sais, c'est que la fille n'a pas besoin d'entendre ça. Là. Ouais. Fait que on réussit par des jeux de regard, des petits signes discrets, tout ça, à se comprendre. Ça, c'est cool aussi. Là. C'est le fun parce que des fois, on développe des affinités avec certaines filles qui n'ont pas développé d'affinités avec d'autres personnes. Fait que pour une personne qui dirait OK, ben là, ça faudrait peut-être des éponges, il faudrait peut-être boire un peu d'eau, ça passera pas. Le message va mieux passer avec une autre. Fait qu'on vient justement utiliser nos forces pour faire au mieux pour que les filles réussissent à réaliser leurs défis. C'est drôle que tu dises ça. Ça m'est arrivé plein de fois dans les derniers jours où j'offre quelque chose. Bon, jujube, de l'eau. Non, tout est beau. 1 minute après, il y a une autre personne qui le demande d'une façon différente. Puis cette personne-là était la bonne personne à ce moment-là. Effectivement. OK. Puis l'inverse aussi. Ou là. le besoin est apparu, ou elle a le temps d'y penser. Dire, c'est si ça. j'aurais dû dire oui. Là, quelqu'un d'autre, là, ouais, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que, bon, c'est ça, on peut pas vraiment savoir, mais c'est le bénéfice. En fait, s'il y avait juste une personne qui supportait, ben, ça serait difficile de supporter aussi bien.
Fait que là, dans le fond, l'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est de parler justement parce que on le vit comme coureur quand on est, mettons, je vais le dire entre guillemets, là, on est en situation de détresse ou en situation de difficulté, mais concrètement, c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Tu sais, on peut expliquer: «Ah, j'ai eu chaud à ce moment-là» ou «J'avais mal aux pieds à ce moment-là», mais d'un point de vue extérieur, on le voit, c'est comme s'il y avait une boucle qui se créait. Tu sais, il y a un départ qui peut se passer, ça va super bien les 3 premiers kilomètres, puis après ça, tu vois le visage se décomposer de la personne, tu t'en vas à côté d'elle, tu lui demandes si ça va, c'est comme: «Hey non, je pense que j'ai une ampoule qui est en train d'apparaître sur mes orteils». Fait que là, on l'a vu à plusieurs reprises dans différents relais. C'est comme si on a vu parce que là, c'est ça, on avait l'occasion d'être bénévole pour 4 équipes, consécutives. Donc on faisait 4 relais de 10 à 13 kilomètres. Mais c'est comme si ça se reproduisait. Fait que là, on est capable de mettre des mots, Mmh. pour le podcast sur qu'est-ce qui se passe concrètement, puis comment on peut l'anticiper, puis qu'est-ce qu'on co comment on peut l'anticiper, puis comment on peut prévenir parfois certaines situations qui peuvent complètement scraper une course, un événement, un relais, peu importe ce que c'est. Puis tu nommes, tu sais, de prévenir, anticiper. Mais en fait, une chose qui est quasiment certaine, c'est que va y avoir des enjeux. C'est sûr. C'est que tu peux pas dire on va tout s'organiser. Non, 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 c'est va ça. y en Oui, avoir. effectivement. Fait que donc, le point, c'est de dire je sais qu'il y en aura. Comment je fais pour empêcher que ça dégénère? Puis s'il y en a quelques-uns, lesquels sont prioritaires, puis lesquels pourraient faire que ça va dégénérer plus rapidement, puis desquels je m'occupe maintenant, puis lesquels je peux faire comme OK, c'est pas le fun, là, mais plus tard. C'est pas Ouais, si grave. c'est ça. C'est ça. Fait que puis c'est difficile comme coureur tout seul, par exemple, d'avoir ce discernement-là. Fait que d'avoir quelqu'un d'autre qui a un œil sur nous, Ouais. plusieurs, quelqu'un d'autre qui ont des yeux sur nous. Pas comme non, moi ce que je vois là, j'ai déjà vu ça, là, viens si on va faire quelque chose, essaye ci, essaye ça. Puis Mmh. ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait qu'on a vécu personnellement des grands défis comme ça, parfois, mettons, un professionnel de la santé va dire: «Hey, cette personne-là, il faut qu'elle arrête tout de suite», tu sais, mais nous, on sait que parfois on atteint un creux de vague, puis on n'est pas nécessairement tu sais, on se dit: «OK, elle est rendue là, c'est sûr qu'il faut l'arrêter parce que ça va dégénérer», mais non, c'est possible de faire des choses pour, oups, tu sais, remonter puis faire: «Ah OK, finalement, je vais peut-être être capable de terminer». Fait que c'est un peu ça qu'on va aborder. C'est hyper intuitif ce bout-là. Là. Ouais. Parce qu'effectivement, quand tu es dans le creux de vague, ça peut prendre un chemin irréversible ou Oui, complètement remonté. Puis une minute après, la personne est comme tout est beau, tout est oui, revenu, mais c'est. un Ouais, petit c'est moment ça. critique, là, Ouais, qu'il y a ouais, pas une grande ouais, zone, là, où on ouais. peut intervenir, là. Fait que c'est quoi les enjeux qu'on peut rencontrer dans un type de défi comme ça? Fait que, tu sais, on pourrait, comparer aussi avec les ultras, là, fait que tout ce qui Mhm. est au-dessus, au-dessus du demi-marathon, là, même le Ouais. demi-marathon, ça peut être rencontré, là, mais quand on est dans des situations d'extrême fatigue, d'extrême épuisement, puis qu'on continue malgré la douleur, malgré les enjeux de fatigue, puis de blessures, de douleur. Ben justement, les blessures. Tu Les sais, blessures. qu'est-ce qui est un inconfort? Qu'est-ce qui est une blessure? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est. Je ne veux pas dire qu'il peut être ignoré, mais qui peut être toléré. Et puis, tu sais, oui, il y a une variance pour chacune des personnes, mais il y a quand même des généralités. Effectivement. Puis cet enjeu-là, c'est quelque chose euh, qui est plus chronique là, sur l'événement. Donc, une blessure va apparaître au deuxième jour, ben, tu vas probablement le traîner pendant tes 5 jours. Tandis que, mettons, le prochain exemple qu'on va donner, un enjeu, ça va être la chaleur. Mais la chaleur, ça va être temporaire. Si tu cours en pleine nuit le lendemain, la chaleur n'est plus là. Fait que Ouais. c'est un enjeu à gérer au niveau aigu, maintenant, dans ce relais-là. Un autre qui s'apparente aux blessures, c'est la fatigue. Parce Ouais. que ça aussi, ça va rarement diminuer. C'est rare qu'en Non, plein milieu d'un défi comme ça, c'est tu sûr. te tapes là, une récupération Ouais. incroyable et que tu reset à zéro. Non. Fait que ça, tu sais, c'est ça. Faut que tu le gères sur le long terme. Effectivement. Fait que tu arrives avec un niveau de fatigue au moment zéro, puis c'est sûr que ça va aller vers le bas, soit que ça va diminuer tranquillement, soit que ça va continuer de descendre en flèche. Puis souvent, dans des, des- des événements comme ça, sur plusieurs jours, il arrive un moment donné où tu n'arrives pas à faire une nuit comme il faut, puis là, souvent, il y a un gros crash à ce moment-là. Fait que ça fait partie de la game. Ouais. Avec la fatigue vient la perte de vigilance. Oui, Puis ça, écoute, un peu comme botter une douille, une fille, là. c'est ça. Ouais, la capacité à prendre des Ouais. décisions en situation de fatigue, de douleur, de chaleur. Au début, tout va bien, tu es normal, mettons, on va le dire comme ça. Puis là, après ça, tu sais, il y a l'excitation, Ouais. il y a l'énervement, l'anxiété. Fait que ça devient comme, mettons, pas une béquille, ça devient un handicap supplémentaire à chaque fois que tu viens pour prendre une décision,
c'est moyen. C'est ça. C'est un élément à tenir en considération. Puis cette vigilance-là va se répercuter aussi sur ton patron moteur, puis Ouais. tu sais, une petite bosse, un petit trou en temps normal, quand tu es sharp, puis tu es bien reposé, tu sais, tu vas passer à travers ça. Mais quand tu es en perte de vigilance, c'est toute ta réaction neurologique qui est même ralentie. Fait C'est que là, ça. de te rattraper d'un trou, ça peut finir en cheville versée. Puis la différence, c'est pas ta capacité musculaire à te retenir Mhm. ou ligamentaire. Non, c'est C'est ça. vraiment juste ton acuité mentale. Ouais. C'est fou, hein? Puis on dit perte de vigilance, mais parfois ça peut se manifester en hypervigilance. Fait que ton attention s'en va vers justement tes douleurs, ta fatigue, peu importe ton essoufflement. Puis là, c'est ça que tu perds de la vigilance sur qu'est-ce qui aurait eu besoin d'un petit peu plus de concentration. Ensuite de ça, un autre élément sur lequel on a peu de contrôle, les obstacles sur les parcours. Mhm. Et Coach Bill qui essaie de passer les obstacles. Encore pas ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être, si c'est sur l'asphalte, il va y avoir des trous, il va y avoir des arbres tombés sur la route, que ça soit. Des roches. Ouais, c'est ça, des roches. Ou si c'est un parcours de nuit, ben, peut-être un manque de luminosité. Donc, tu sais, les enjeux qui sont présents. Quand on était en peloton, je voyais les filles des fois, puis plus ça avançait. Il y en a qui collaient la bande de trottoir. Oui. J'étais comme, hey, accrocher le pied sur une bande de trottoir, là, tu sais, tu Ouais. te rappes le côté, c'est sûr que tu trébuches. Fait que souvent, viens au centre, je vais prendre le côté, moi. Bon, tout le monde sait que c'est moi qui va tomber, mais jamais que ce soit moi, c'est pas mon défi. Moi, si j'arrête, c'est comme moins grave. Effectivement. Ça peut être aussi pour toutes les disciplines sportives, mais d'avoir d'autres coureurs autour de soi, fait que d'être trop proche, de ne pas avoir un point de vue en avant parce qu'il y a une coureuse en avant de toi, ben c'est un autre élément. Fait que tes partenaires sont aussi des obstacles. Des fois, tes propres jambes sont un obstacle. Un lacet. Oui, c'est ça. Ouais. Puis on a parlé un petit peu aussi, dans le fond, la gestion de la lumière par rapport versus l'obscurité. Donc, courir au soleil, d'avoir le soleil d'en face, des lunettes de soleil, ben, c'est pas le même enjeu que s'il fait noir, qu'il y a un mauvais éclairage au niveau de la route. Tu n'as plus de batterie sur ta lampe frontale. Ben, c'est des éléments qui peuvent avoir un impact, qui sont des enjeux qui sont réels dans un défi. Puis comme tout est dans tout, le fait qu'on court pendant la nuit fait nécessairement peut avoir un impact sur le sommeil. Donc, le fait de briser le cycle de sommeil, tu as l'habitude de coucher à 10 heures le soir. Et quand tu es rendu qu'il fait après un relais, il faut que tu ailles te coucher, puis il est 6 heures du matin, ça va avoir une incidence sur ton sommeil, une incidence sur ta fatigue, sur la perte de vigilance. Tu peux te faire une blessure parce que tu n'as pas de vigilance, tu t'es enfargé dans la douille à Billy. En plus, il fait chaud parce que ton autre relais était à 4 heures de l'après-midi. Ouais. C'est un peu le principe de une chose en entraîne une autre qui en entraîne une autre. C'est au-delà de nos rythmes circadiens qui sont vraiment tous bousillés, bousculés. Ça t'est déjà arrivé d'être trop fatigué pour dormir? Si oui. C'est dégueulasse, Moi, ça. ce que ça me fait, c'est que le fait de m'endormir me réveille. Fait que là, je viens sur le bord de m'endormir, fiou, puis là, c'est comme si c'était une vague de. Je sais pas ce qui s'est passé, là. Je sais pas ce qui se passe quand je m'endors, là, mais ça me réveille. Hostie. C'est fâchant, Ça ça. dort Hein? pas bien. Ouais. Puis c'est arrivé, là, tu sais, parce que, tu sais, c'est pas nous qui réalisions le défi, mais nos relais arrivaient à des moments différents. Puis on a eu beaucoup de relais de nuit, ce qui a fait qu'il fallait aller se coucher à 5-6 heures le matin, puis c'était difficile de dormir. Puis je suis bien arrivée, là, la plupart des relais, mais il y a une journée où j'ai à peu près dormi 3 heures. J'ai fait une sieste de 2 heures en avant-midi. J'avais comme objectif d'aller me recoucher pour dormir parce que j'avais clairement pas assez dormi, mais j'ai jamais été capable de m'endormir. Je me réveillais parce que je m'endormais. Fait que passer une nuit blanche, c'est quelque chose. Une chance qu'il y a de la joie, puis il y a de l'amour, puis il y a de la musique, puis des jujubes. C'est pas trop, c'est ça. Puis ce relais-là, moi aussi, j'avais pas beaucoup dormi, moins de 2 heures dans ma journée. On s'est rattrapé la nuit, mais effectivement, là, une chance que même la vibe était positive dans Oui, ce relais-là parce que ça aurait pu être difficile et là, il aurait fallu que je puise dans des ressources que j'avais pas là, pour aller aider quelqu'un. Là. Ouais. Mais tu vois, même ça, c'est quelque chose que le corps peut s'adapter. Moi, j'ai pas ça, j'ai jamais travaillé ces chiffres. Fait que c'est toujours sorti de nulle part de faire ça. Mais celui qui pilotait notre véhicule de tête était un ancien policier. Lui, c'était zéro un enjeu. Là. Ouais. Bah, il dit, moi, je arrive le matin, je vais me coucher une petite heure et demie, je me relève, je dîne, je fais mes affaires, je soupe, je me recouche, j'arrive ici, je suis frais comme une rose. Super! Ouais, c'est ça. Ouais. Ça peut avoir aussi un impact sur l'humeur puis sur la perception d'effort. Fait qu'on en parle souvent. T'es à combien sur l'échelle de perception d'effort? Peut-être que pour exactement la même chose, avec du sommeil, plutôt que d'être à 8 sur 10 d'intensité de perception ou de douleur, de souffrance, tu serais à un 4. Fait que ça peut avoir un grand impact sur la réalisation d'un défi comme ça. Puis on le sait.
surtout avec l'accumulation des kilomètres Ouais. sur des kilomètres, ça devient difficile pour le corps. Ce qui est tough, c'est, encore une fois, autant pour tout ce qui est inconfort, mais aussi gestion du sommeil, c'est les premiers jours ou les premiers instants d'un grand défi comme ça, où, ben, correct, tu sais, tu t'évalues, ah, je suis encore pas pire. Oh, mais attends, t'es loin d'avoir fini, là. Tu es obligé d'investir un petit peu pour ton futur, là. Je Oui, te proche, mais dire, oui, garde-toi-en ou, OK, cette petite chose-là, ignore-la pas. Elle ne fera que grandir si tu t'en occupes pas. c'est ça. Ça va pas rester stable. Ouais. Ouais. Fait qu'on arrive dans le vif du sujet. Comment on fait pour déterminer la priorité? C'est pas nécessairement évident. Puis, qu'est-ce qu'on laisse derrière? Puis, qu'est-ce qu'on on priorise? Finalement, c'est un peu tu sais, les choix de marde, là. Ouais. Tu peux avoir des très grands pieds ou des très, très, très petits pieds. C'est un peu le même principe. On risque-tu de mourir maintenant ou mourir plus tard? Donc, mourir, c'est un peu extrême. Mais quand même, on joue avec la vie des personnes parce que on prend le coup de chaleur, c'est non négligeable. Si on ne prend pas en considération un coup de chaleur, Ouais. le- le- la conséquence finale, ultime, c'est la mort. Même en deçà de ça, on parlait des blessures, puis tu sais, de ne pas détecter qu'une douleur est rendue trop grave, finir qu'une fracture de stress, et tu peux être des mois Ouais, là, à t'en remettre. Là. très impactant. Vraiment, ça brise le reste de ta vie pour longtemps. Là. Mhm. Alors que des fois, juste on va prendre une petite courbe à gauche au lieu de droite, puis ça aurait fait toute la différence. Mais là, je vais te faire plein de choix de merde. Ah oui, non. Parce que là, on a parlé aussi d'obstacles sur le parcours. On est sur les routes en Mauricie. Il y a des voitures. Ouais. Ça peut être dangereux. Puis la conséquence finale ultime, c'est aussi la mort. C'est top, cette histoire-là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, on dit, OK, là, on le sait que courir au jour le jour, ralentir sa vitesse, courir un peu plus vite, c'est faisable. Mais de le faire avec beaucoup de kilométrage, avec beaucoup de fatigue, ça peut devenir un enjeu. Puis souvent, il va y avoir des grandes douleurs qui vont apparaître. On va parler de la bandelette. Il y en a qui vont avoir des douleurs aux genoux, aux hanches, aux pieds. Ça va être difficile de ralentir sa vitesse. Par contre, quand on est à une intersection, le véhicule de tête doit ralentir. Les filles doivent ralentir. Donc, on va venir choisir, est-ce que on aggrave une blessure, puis on risque de la ramasser en fracture de stress, ou on priorise la sécurité routière. Évidemment, on va prioriser la sécurité routière, mais ce n'est pas nécessairement perçu par les coureurs au moment où ça se produit. Mais tu sais, ça peut sembler une évidence. Par contre, d'autres choses qu'on a vues, parce que notre premier relais a été fait dans la grande chaleur, la grosse chaleur. Solide. Là, on a vu 34 ressentis, mais d'après moi, c'était plus que ça. Il faisait tellement chaud. Puis, plusieurs, tu sais, c'est ça. On a des éponges mouillées dans des bacs de glace, dans le truck en avant. Puis là, on arrive comme bénévole avec nos éponges. C'est comme, mets-toi ça sur la tête. Mets-toi ça sur les bras. C'est comme, ça me tente pas. Puis là, des fois, il y en a qui vont développer des ampoules quand ils ont les pieds mouillés. Ouais. Là, tu dis, OK, on va-tu scraper son défi avec des ampoules tout le long d'un défi ou avoir chaud? Mais c'est plus qu'avoir chaud. Là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Ça dégénère en coup de chaleur. Puis ça, cet élément-là, il faut le considérer dans nos courses au quotidien aussi, là, pendant l'été. Fait que, au risque de développer des ampoules, c'est plus difficile de refroidir le corps que de maintenir sa température. Fait que ça semblait vraiment contre-intuitif. On arrivait, les filles sont toutes sèches. C'est comme, veux-tu une éponge? Non. Tu as l'air d'avoir, là, tu vois les joues qui viennent rouges. On est parti il y a à peine 2 km de fête, même pas avant ça. T'sais. Puis là, on voit, le tour de la bouche devient blanc. On le voit puis on le voit dans le visage, dans le patron moteur. Ouais. Puis là, tu continues d'insister. On va te refroidir. Ouais, non, je ne vais pas mouiller les pieds, je ne vais pas mouiller les pieds. C'est difficile de revenir de ça, de baisser la température. Puis pour l'avoir vécu comme demoiselle, je me rappelle un relais où il faisait à peu près la même température. Il faisait tellement chaud. Les pieds me brûlaient, ça aussi, c'est un symptôme. Là. Les pieds deviennent très chauds, puis on se dit, c'est à cause de l'asphalte, mais non, c'est parce qu'on est en train de. La température corporelle augmente, puis le corps essaie d'éliminer la chaleur par les extrémités. Puis là, je prenais des éponges. Je me tenais une éponge, 2 éponges. Puis là, j'arrêtais pas. Puis je pense que j'ai fait ça pendant une dizaine de minutes. J'étais détrempée, mais j'ai fini par baisser ma température corporelle. Puis là, j'ai fait, bon, hey, là, je suis bon. Là, j'ai continué de me mouiller puis de conserver la température pour pas que ça remonte parce que je me serais ramassée dans la même situation 1 kilomètre plus tard. Mais c'est très difficile de faire baisser la température. Puis en plus, quand on tombe en coup de chaleur, en épuisement par la chaleur, il s'installe une sorte de confusion où on est comme plus trop capable de reconnaître c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on voudrait. Puis on l'a rencontré avec certaines demoiselles. Tu veux ça une éponge? Je le sais pas.
Ah oui, j'ai pas eu ça, Ah moi. ouais, fait que, Non, tu sais, quand on est rendu là, c'est OK, tu sais, c'est oui. je remets ma vie entre tes mains, prends la décision parce que là, je suis toute là. Fait que là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête cette personne-là, puis on l'amène à l'ombre, puis on l'arrête de travailler? Ou on est-tu dans cette zone critique-là où, OK, on essaye de quoi, puis si ça marche pas, on arrête, puis là, Ouais. on insiste, fait baisser la température, puis pouf, finalement, tu vois qui revient, la personne recommence à parler, tu sais, commence à reprendre conscience qu'elle n'est pas toute seule. Puis, fait que c'est un peu ça qu'on vient accomplir comme bénévole. C'est crève-cœur parce que tu sais que personne va arrêter, là. Tu sais, nonobstant son état, là, c'est difficile. Fait que d'annoncer à une coureuse, là, t'es trop mal en point. C'est dangereux pour ta vie. Faudrait que t'arrêtes. Ouais. Mais tu sais, d'avoir l'odieux de lui nommer ça, mais c'est pour sa sécurité puis Ouais. sa santé. Mais c'est une décision qui est difficile à prendre. Puis j'en parlais avec une coach en fin de semaine. À un moment donné, là, tu prends une décision. Faut que tu fasses quelque chose. Si tu restes dans l'hésitation de je fais ça, je fais pas ça, ça traîne, c'est la pire des choses. Prends une décision. On révisera, c'est pas grave, mais fais quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis généralement, on peut se fier à notre intuition. Il y a quelque chose. Si je doute, d'habitude, c'est parce qu'on est rendu pas mal assez grave. Ouais. Puis c'est un peu ça, c'est le rôle odieux qu'on a comme bénévole parce que si ça fait 3 fois que je te demande, tu veux-tu une éponge, que tu me réponds non, puis que finalement je m'en vais chercher une éponge, puis je te la vide sur la tête, tu vas être en hostie après moi. Mais moi, je vois que la prochaine étape, c'est t'embarques dans le camion, puis c'est pas ça que tu veux. Fait que tu vas être en crise après moi parce que je t'ai foutu une éponge sur la tête. Mais après ça, tu vas te sentir mieux. Ça m'est arrivé pendant un relais de dire veux-tu filer mieux? Veux-tu finir Ah! ton relais puis filer mieux? Pourquoi tu dis ça? Je le vois. Je te conseille de prendre une éponge, puis OK. Fait que, tu sais, souvent, on va négocier parce qu'on fait ça comme les coureurs, hein? Quand ça va pas bien, on négocie. Là, ouais, il m'en reste pas tant long. Hey, je suis peut-être en train de saigner du pied, mais là, tu sais, parce que, mettons, tu t'imagines, parce qu'on a une douleur, puis là, on sent un peu de liquide, finalement, c'est de la sueur, mais on est sûr qu'on saigne du pied, puis finalement, tu sais, je vais quand même continuer. Je vais continuer encore 500 mètres, puis là, si j'arrive pas à me sentir mieux, là, je vais arrêter. Tu sais, on se négocie Ouais. comme ça. Ouais. Puis quand on est à ce stade-là, c'est vraiment difficile de prendre des décisions. Puis c'est bien de venir faire confiance aux personnes qui observent de loin de façon détachée, reposée, puis qui gardent en tête que ton objectif, c'est de mener à terme ton relais. Mais là, on a des embûches, on a des enjeux. Fait que fuck les ampoules, on gérera ça tantôt, mais dans le moment, si tu veux pas t'effondrer à terre, vomir, ou tu sais, c'est Ah toutes ouais, sortes ça arrive. des crampes abdominales, crampes intestinales. C'est une façon de le faire en se mouillant la tête, se mouillant les cheveux, se mouillant les pieds. Voilà. Autre façon justement de gérer la chaleur, c'est d'avoir une bonne hydratation. Oui. Puis ça, je l'ai entendu souvent dans les fins de relais. Dire, OK, as-tu soif, tout ça? Vos gourdes sont à remplir? Oh, il m'en reste plus, mais c'est pas grave, on a presque fini. Ah, Non, c'est encore erreur. important. Puis il n'arrêtera pas de faire chaud parce que tu arrêtes de courir. Il faut que tu continues d'être hydraté. C'est avant, c'est pendant et c'est après aussi. Donc oui, je vais aller remplir ta gourde maintenant, même s'il reste 500 mètres. Effectivement. Ouais. Fait que, tu sais, au début d'un défi, tu sais, le corps n'est pas en épuisement. On le sait, le corps a le mécanisme d'homéostasie, donc de maintenir l'équilibre pour que tous les systèmes fonctionnent bien. Fait que quand il y a une diminution de quelque chose, il y a un signal qui est envoyé à un cerveau pour faire une compensation. Fait que, par exemple, je suis en train de me déshydrater, il y a un signal qui s'envoie, tu as soif. Tu bois de l'eau, puis l'équilibre se rétablit, mais ça, c'est au niveau de tous les systèmes. Là. Je parle juste au niveau de l'hydratation. Mais ça, en début de défi, c'est une chose. À la fin du défi, il y a tellement d'épuisement, de fatigue, le système nerveux est hyper sollicité, il manque de sommeil, puis le corps aussi va finir par faire des choix. Qu'est-ce qui est critique en ce moment pour que l'humain que je gère survive? Fait qu'il y a peut-être des choses qui vont être laissées un peu de côté, puis peut-être que les signaux vont être un peu un peu plus lent ou bifurqué. C'est comme on va envoyer un signal de la soif. Ouais, finalement, on va réactiver le cœur parce que là, il y a une fréquence cardiaque trop élevée. Fait que là, on va s'arranger pour que la fréquence cardiaque se rétablisse, peu importe. Là, je dis ça, mais tu sais, c'est juste pour faire pour imager. Mais c'est ça, fait que le rôle d'hydratation, c'est pas que pendant le relais. Autant plus quand tu es à la fin de ton défi. Puis après ton défi, les jours qui suivent, c'est important de continuer d'hydrater le corps parce que peut-être que le signal est un peu il est moins clair. Ouais, c'est ça. L'image que j'avais justement, c'était, je souriais. C'est comme si tu étais en char, toutes les lumières allument dans le dash, mais il faut que tu te rendes au garage. Ouais, c'est ça. C'est bon, l'exhaust fera du bruit, là, mais on va se rendre, mais ça prend un peu de gaz. Hein, c'est ça. Fait qu'on va y aller dans les priorités. Ouais. Puis, ouais.
Fait que là, tu en as parlé un peu, d'autres stratégies pour gérer la température, l'hydratation, mais il va y avoir aussi la respiration. Euh, un des rôles de la respiration, c'est pas juste d'amener l'oxygène puis éliminer les déchets, c'est de faire sortir de la chaleur. Puis, dans plusieurs des cas, il y en a qui vont venir pincer les lèvres pour expirer doucement, pour calmer la respiration, pour calmer la fréquence cardiaque, parce qu'on a l'impression d'être trop essoufflé. Puis là, c'est comme, ah, mon cœur pompe trop, je vais essayer de calmer ma respiration. Oui, ça marche en méditation. Oui, ça marche avant de se coucher. Mais à la course, c'est l'inverse qu'on veut. On veut augmenter la ventilation. Puis parfois même en début, en début de relais, surtout s'il n'y a pas d'échauffement qui a été fait, ce qui était la plupart du temps le cas. Là, on part, puis on n'est pas encore essoufflé, mais là, les jambes sont lourdes. Fait que d'augmenter la respiration va faciliter la course, mais quand il fait chaud, la chaleur va sortir du corps. C'est une façon d'extérioriser la chaleur. Donc, souvent, ce que je venais de dire, c'est ouvre la bouche. Expire, ouvre la bouche. Fais sentir ton haleine. Puis il y en a pour qui c'est vraiment contre-intuitif de venir ouvrir la bouche et faire du bruit, mais c'est une excellente façon de venir faire sortir la chaleur, de réguler la température. Sur un des relais, justement, on s'en est rendu compte où tout le monde s'est mis à chanter. Ouais. Puis là, on a fait comme hey, tout le monde va être pété, va être essoufflé, tu sais. Ben non. Ouais. Ça a fait l'effet inverse. Ouais. On a parti une toune, d'une côte, la chaleur, on était d'une côte, puis finalement, tout le monde allait bien. Puis là, c'est là que je t'ai dit, il faut qu'on garde ça pour le podcast, parce que on a réalisé qu'on expire en chantant. Fait que, effectivement, c'est une excellente façon d'expirer. On chante. Parce que, en fait, c'est ça, c'est qu'on dit aux gens, mettons, tu veux courir à un 4 sur 10, il faut que tu sois capable de parler, mais tu ne serais pas capable de chanter. Et finalement, si tu donnes un petit peu plus, tu vas augmenter ta ventilation. Il y a un petit quelque chose. On fait quelque chose, on va faire des projets de recherche là, où les coureurs vont chanter des chansons. Ouais, c'est ça. Les coureurs chanteurs. On va dire de chanter avec le masque pour calculer l'oxygène qui rentre et le CO2 qui sort. Ouais, c'est ça. Max, on a déjà pour toi, il faut avoir des Puis dans la gestion de la température, il y a un piège. C'est quand la température est plus fraîche. Surtout quand tu as couru la veille, il y a plus 34, puis que là, tu vas refaire un relais, puis qu'il fait 21. T'as pas besoin de boire. Là, ouais, c'est ça. C'est comme, mais j'ai pas chaud, j'ai pas besoin de me mouiller. Mais la chaleur va augmenter quand même. La chaleur corporelle va augmenter. Puis là, surtout si tu n'as pas dormi, si tu n'as pas super bien mangé, les signaux ne s'en vont pas super bien dans ton corps, ça se peut que ça soit difficile de faire sortir la chaleur, puis que finalement, il y a une augmentation quand même de la température corporelle. Fait que tu n'es pas obligé de te mouiller de la tête aux pieds nécessairement, mais de venir, il y en a plusieurs que de nuit, non, je veux pas d'éponge, non, je veux pas d'éponge. Je dirais, puis à un moment donné, c'est que, ah ouais, je vais t'en prendre une. Puis à la fin du relais, il y avait la tête toute trempe parce que, hey, ça faisait du bien de faire baisser la température. C'est juste au niveau de la tête. Fait que souvent, ça va être négligé de s'arroser. Les gens vont moins boire d'eau. Puis, il va y avoir ils vont négliger aussi au niveau de la respiration, au niveau de l'expiration, ce qu'on mentionnait plus tôt. Faire attention avec le piège de température fraîche. Souvent, moi, ce qui était l'espèce de porte d'entrée là, avant d'aller vers l'éponge, parce que je ne veux pas me faire vider de l'eau sur la tête, surtout justement la nuit quand c'est plus frais. Mais pour vrai, il y a le petit choc thermique. On l'anticipe, on ne le veut pas, mais une fois qu'il arrive là, sur la tête ou dans la nuque, ça fait un effet incroyable là, de rafraîchissement. Mais bref, la petite porte d'entrée, souvent, veux-tu que je mouille ta casquette? Ah ouais. Ça, c'était moins pire. Au lieu que ça jute de partout, c'est comme, OK, j'ai une fraîcheur, ça va. Puis généralement, ben là, une fois la calotte mouillée après ça, c'est correct. Les éponges, ça passe. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. Là, quand tu es tout seul en autonomie, mouiller ta casquette avec ton eau, avec quelque chose, une autre qui est sur le bord, ça peut vraiment faire du bien, faire une différence d'avoir une casquette mouillée sur la tête. Et quoi, on en a parlé un peu, c'est quoi on a parlé du rôle de la fatigue. La fatigue, là, c'est insidieux. C'est comme un mal-être qui vient s'installer. Puis, comme on l'a dit, le corps, le cerveau va faire en sorte que le minimum fonctionne pour se rendre au garage. J'ai même ton analogie. Toutes les lumières sont allumées, mais on va comme prioriser certains secteurs. Fait que le système digestif va être fortement affecté. Ça ne sera pas la priorité du corps. Fait que souvent, ce qu'il va y avoir, c'est des ballonnements, des nausées. Fait que ça va être difficile de s'hydrater à ce moment-là. On n'a pas envie de boire de l'eau, on n'a pas envie de boire du Gatorade, mais on a besoin quand même d'un balancement au niveau des électrolytes. Fait qu'on aurait besoin, c'est peut-être pas le Gatorade, mais là, c'est pas le temps d'essayer des nouveaux électrolytes. Puis des fois, tu en essayes, puis là, tu te mets à avoir des ballonnements, puis de la diarrhée, tu sais. Fait que la fatigue n'est pas là au début.
mais il faut la prévoir, il faut l'anticiper, puis c'est un peu le rôle du pré-défi avec les demoiselles, puis je trouve ça complètement ingénieux, puis c'est peut-être, individuellement, là, par les filles, c'est peut-être pas utilisé là, comme ça devrait, c'est de pratiquer, d'ingérer des aliments, des sortes d'électrolytes en grande situation de fatigue. Fait que c'est sûr que quand ça va bien, tu te dis, ah ouais, c'est bon, ça rentre, c'est super. Ouais, mais quand tu es fatigué puis ton corps, il marche plus doigt-doigt, est-ce que c'est bon? Fait que ça serait des situations où il faudrait l'essayer parce qu'en situation de dépit, quand tu n'as pas beaucoup mangé, tu n'as pas beaucoup bu, tu es complètement déshydraté puis il n'y a plus rien qui rentre, ça va être difficile de ramener l'équilibre. Là. J'en ai accompagné une. Ah, j'ai des crampes intestinales. Puis tout. As-tu bien bu? Ouais, pas tant. Ouais. Ouais, ben non, je veux pas, ça va faire encore plus mal. Non, 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 non. Là, tes intestins, là, c'est comme une paroisse semi-poreuse, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle essaie d'aller chercher l'eau partout dans ton ventre, rentrer dans tes intestins. Donne-y-en. Donne-y-en, là. Ça va juste rééquilibrer. Puis ça a fonctionné. Fait comme, OK. Tu sais, elle avait pas le goût de boire. T'as mal au ventre. Tu veux pas qu'il y ait rien Non, qui c'est ça. rentre, mais je t'en prie, bois. Ouais. Fais-moi confiance. Puis ça a fait la différence. Fait que je reviens, on a abordé un petit peu le sujet. On veut pas trop se mouiller parce qu'on fait des ampoules quand on a les pieds mouillés. Petite parenthèse, gestion des ampoules. Moi, j'aime ça, péter des ampoules. J'aime pas ça d'en avoir. Mais à force d'en avoir, j'ai appris à les gérer puis à essayer de bien fonctionner malgré tout. Mais première chose, la pire chose n'est pas l'eau. Oui, l'eau peut venir créer un frottement puis peut se créer des ampoules, mais la pire chose, c'est d'avoir des souliers trop petits. Si ça fait plusieurs années que tu cours, puis que tu as déjà entendu Coach Bill dire il faut que tu prennes un demi à un point plus grand, parenthèse dans la parenthèse, c'est plus un point qu'un demi, je l'ai déjà essayé. Si ça fait plusieurs années puis que tu as écouté ce conseil-là, ça se peut que ton arche plantaire se soit un peu affaissée puis tu aies grandi des pieds. Ce matin même, j'ai essayé des gougounes Oui. ça fait longtemps que j'ai acheté. Puis clairement, mes orteils dépassent au bout puis le talon en arrière. Fait que mon arche, j'ai pas grandi des pieds, là. On grandit des pieds, mais non, c'est ça. Mais rendu à du 10, là, c'est plus sexy que rendre des pieds, là, pour une fille. Fait que l'arche plantaire, c'est nécessairement affaissé. Puis là, je suis rendue que même mes chaussures, du day-to-day, je suis passée du 9 à du 9,5, puis des fois du 10, là. Fait que mes chaussures de course, je suis rendue à du 10,5, puis d'après moi, du 11, ça ferait. Fait que la première chose à regarder, c'est sûr que la veille d'un défi, c'est pas le temps d'agrandir ses souliers, là, bon, ou peut-être plus légèrement, mais d'essayer des souliers plus grands. Quand tu as tes souliers plus grands, puis là, ça m'arrive encore de faire des ampoules, puis des fois, ça n'a même pas rapport, là. J'ai mes souliers plus grands, je peux pas courir 3 km, puis je reviens, puis j'ai une ampoule. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Souvent, il va y avoir une petite hésitation à percer les ampoules parce que ça fait mal. On le sait, quand on a une ampoule puis la peau qui est sur le dessus est arrachée, la peau est à vif, ça fait super mal. Puis là, tu te dis, j'ai juste 8 heures entre cette course-là puis la prochaine, je vais recourir sur de la peau à vif, ça va faire mal. Effectivement, ça va faire mal. Mais le liquide qui est en dessous de cette petite peau-là crée aussi de l'irritation. Puis en fait, ce qu'on voudrait, c'est que la peau qui est transparente vienne se recoller sur la peau qui est à vif. Puis pour ce faire, il faut retirer le liquide. Là, ici, les médecins, les infirmières vont me jeter des tomates. S'il vous plaît, envoyez pas de plainte. Je n'ai pas trouvé la solution miracle entre le risque d'infection parce qu'on vient créer une porte d'entrée, puis l'élimination complète du liquide. Parce que quand on vient juste percer, si on perce d'un coin, on fait un trou dans l'ampoule, le liquide, c'est un peu comme deux fenêtres qu'on va venir ouvrir pour que l'air circule. Là. On a besoin qu'il y ait deux trous pour que le liquide s'écoule bien. Par contre, on ne va pas réussir à éliminer tout le liquide, même si on pèse dessus, même si on essuie, même si on met quelque chose à l'extérieur, parce que rapidement, le corps va refermer la porte d'entrée, puis le liquide ne pourra plus s'écouler. Donc, c'est là où ce qu'on me jette des tomates, c'est que j'ai appris ça à Compostelle. Quand j'ai fait Compostelle, je faisais des ampoules. J'avais 19 ans, puis j'avais mal. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, as-tu quelque chose pour traiter tes ampoules? Je dis, oui, j'ai acheté des plasters faits pour ça. Non, 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 on va la percer, puis on va mettre un fil à l'intérieur. Je dis, quoi? Un fil à l'intérieur? C'est un peu le principe de la mèche. Quand il va y avoir une plaie ouverte qui est très profonde, puis qu'on a les points de suture, c'est pas possible.
le médecin, les infirmières vont venir introduire un pansement à l'intérieur pour absorber les liquides du corps, le pus ou tout le sang qui s'écoule pour que la guérison se fasse de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Fait que c'est un peu le même principe où on va venir insérer un fil avec une aiguille en perçant d'un côté et en traversant de l'autre côté, ce qui est complètement indolore, là. C'est de la peau qui est morte Ouais. par-dessus. Faut Fait pas qu'on te piquer dans le vif, là. ben non, c'est ça. C'est ça. Mais j'y viens aussi là, avec ce point-là. Fait que là, tu traverses ta petite peau morte, puis tu vas venir laisser le fil à l'intérieur. Mais c'est là où c'est un peu risqué. C'est comme, tu sais, on n'a pas nécessairement du matériel stérile. Faudrait créer du fil à ampoule stérile, mon Dieu, ça serait la plus belle chose au monde. Puis, ben, moi, ce que je préconise, c'est de laisser le fil 30-45 minutes pour que le fil s'imbibe. Fait que le liquide va finir de se vider. Fait qu'on vide le plus possible qu'on est capable en poussant dessus. Le reste du liquide va s'écouler à travers le fil. On retire le fil de façon minutieuse parce qu'on ne veut pas arracher la peau. Puis là, le temps qu'on va se reposer, la peau va être capable d'aller se recoller sur la peau qui est à vif. Donc, voilà, c'est ma stratégie pour venir guérir une ampoule. J'en ai vu, là, puis effectivement, tu pourrais pas croire qu'il y a eu une ampoule là. Oui, c'est ça. Il y en a des filles qui disent, oh, c'est rouge, ça va faire mal. Puis une fois écoulé, séché, recollé, on est proche de la peau saine, là. Oui, c'est ça. C'est fascinant. Ouais. Je fais une petite parenthèse, ce que tu as dit tantôt. Là, on n'est pas dans le bloc opératoire, puis on l'a dit tantôt, là, gestion des priorités. On est en médecine de guerre dans un défi qu'on veut se rendre au bout des 4 jours, là. Fait que la balance des risques versus des bénéfices que tu as, je pense que ta solution est bonne. Oui, c'est ça. C'est sûr que, puis là, c'est là que je voulais en venir. Tu sais, quand tu es allé courir, tu enlèves ton bas, tu as une belle petite balloune blanche avec du liquide, tu passes ton aiguille là-dedans, tu fais écouler le liquide avec le fil, la peau se recolle, c'est super simple. Si tu as ton ampoule, puis là, tu te dis, elle n'est pas grosse. Puis là, quelqu'un dit, moi, je ne toucherai pas à ça. Là, tu la gardes. Tu vas recourir par-dessus. Là, il risque de se former une ampoule sous ton ampoule. Il risque d'y avoir un agrandissement de l'ampoule, mais c'est pas la même parce qu'il va y avoir eu un début de guérison. Puis là, tu vas avoir couru, puis là, ça va avoir créé une ampoule qui a l'air d'être dans la même. Mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Puis en plus, si tu as le malheur d'avoir un peu de corne, là, ta paroi, ta couche de peau est opaque. Puis là, c'est rendu difficile de passer un fil là-dedans. Puis là, c'est dessus de la corne. Puis là, tu passes ton aiguille, tu le vois pas. Fait que là, tu risques de pogner ta peau qui est saine. Ben, pas saine, là, mais mettons qui est rosée, là, qui est irritée. Fait que ça devient, plus le temps passe, plus c'est touché de percer une ampoule. Puis, ce qui risque aussi de se produire, c'est que la profondeur augmente. Puis là, à un moment donné, je pense qu'il y a un plus grand risque aussi là, au niveau de la porte d'entrée, c'est que là, il va y avoir du sang dans l'ampoule. Fait que là, les petites bactéries rentrent dans le système sanguin. Fait que quand, mettons que j'arrive à quelqu'un qui me dit qu'il y a une ampoule, puis là, je vois que l'ampoule est pleine de sang, la péter puis aller mettre un fil là-dedans, là, je deviens moins confortable. Mais quand c'est purement transparent, tu sais, c'est quand même assez fermé, là, tu sais, au niveau de l'ampoule. Ou, tu sais, mettons, souvent, c'est ses orteils, ça n'a pas le choix. Alors, ça peut être l'arche plantaire, tu sais, ou le talon, mais au niveau des orteils, l'ampoule va commencer sur le côté, puis elle va agrandir, puis là, elle s'en va en dessous de l'ongle. Ça devient difficile là, d'enlever le liquide. Fait que là, bon, tu vas perdre ton ongle, mais courir avec une ampoule en dessous d'un ongle que tu peux plus vider, tu sais, il est rendu trop tard. C'est sûr que fait que ça peut être touché pour quelqu'un qui a jamais pété d'ampoule, qui a jamais vécu ça, tu sais, ouais, mais là, elle est pas grosse, tu sais, je vais recourir dessus. Je pense qu'elle est là l'erreur. Fait que c'est immédiatement de venir retirer ce liquide-là, la peau va venir se recoller, puis il y a même des chances que tu cours à nouveau puis qu'il n'y ait aucune sensation. Ça se peut que l'ampoule se ré-remplisse, probablement parce que le liquide n'était pas complètement éliminé, mais il vaut mieux l'éliminer tout de suite que de le garder. Il y a des médecins et des infirmières qui vont dire on ne touche pas à ça, une ampoule, c'est normal qu'il y ait du liquide, le corps est en train de guérir. Oui, mais dans une situation où on ne va pas recourir dessus des prochaines 48 heures. C'est ça, exact. Là, tu pourrais le laisser vivre, puis ouais. Oui, puis qu'il essaye de courir, marcher, n'importe quoi, là. Fait que, tu sais, ta peau est irritée, ton corps est en processus de guérison, mais tu ne le laisses pas guérir parce que tu t'en vas te réentraîner dessus. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Ben, c'est la fin de la parenthèse, c'est la meilleure solution. Voilà. Hey, moi, je ne fais pas d'ampoules. Je n'ai pas souvenir d'en faire des ampoules aux pieds, sauf écoute, très, très, très jeune, là, au talon avec des souliers mal adaptés. Là, mais si peu, puis
fait 10 minutes, j'ai mal, là. Je t'écoute, là. J'étais comme, une ampoule en dessous d'un ongle. Ouch! Ouais, mais là, c'est loin, t'es rendu loin. Là. Quand Ouais, l'ampoule mais. est rendue en dessous de ton ongle, ça n'apparaît pas comme ça. Ouais, OK. L'ampoule va apparaître sur la peau parce qu'il va y avoir 2 orteils qui vont frotter ensemble. Ouais. Puis après ça, elle va s'étirer puis ça va se rendre en dessous OK. de l'ongle. Parce que tu sais, j'en ai fait une durant le défi là, comme bénévole, puis je les ai pétées au fur et à mesure, puis c'est sûr que je perds aucun ongle. Là. Ouais. Ça s'est pas rendu jusque-là. Mais ma première année, ben, j'avais mes souliers trop petits. Mm. Je mettais quand même de la crème barrière parce qu'il y a ça que j'ai oublié de dire. Une crème barrière va être très utile pour éviter de faire des ampoules. Mais c'est ça. Fait que là, je les pétais au fur et à mesure, mais là, à force de courir par-dessus, hey, j'en avais. Je te dis, si j'en avais pas 10, là, j'en avais pas une. Là. Aïe, aïe. J'ai perdu 5-6 ongles d'orteil. Là. T'as pas perdu d'orteil? Pas d'orteil. OK. Fait que, non, c'est ça. Fait que mon meilleur bet, c'est les souliers plus grands. Après avoir changé mes souliers, quand tu as dit ça, là, pour vrai, là, quand j'ai appris ça, je fais, ben voyons donc, j'ai pas su ça avant. Hey, ça a changé complètement ma vie de coureuse. Je suis allé récemment avec mon frère qui voulait acheter ses premiers souliers de course. Puis pour vrai, on était dans une bonne boutique parce que il fallait qu'il y en essaye plein live là. Puis tu sais, il voulait qu'ils connaissent un petit peu, qu'ils apprivoisent un soulier de course. Puis le conseiller était super bon, mais pour vrai, il a dit quelle chaussure, quelle grandeur tu choses. Mon frère a dit 10. J'ai dit parfait. Elle m'a dit des 10,5 ou 11. Il m'a regardé bizarre, puis il a vu qu'il fallait pas qu'il me se dise. Mais pour le reste, il était super bon, mais ce bout-là, C'est je sais vraiment pas, peu c'est connu. peu connu. Ouais, Ouais, effectivement. c'est fou, hein? Fait que ça, c'est la pépite de l'épisode, gang. Essayez-le. Prenez des chaussures plus grandes, puis OK, vous allez l'essayer, 0.5. Mais je vous le dis, c'est 1 point plus grand que ça prend comme chaussure. Tu as parlé de crème barrière. Moi, je connais Body Glide puis Cutie Base qui en font. Ouais. C'est pas mal ça. Hein? Moi, C'est c'est vrai, la cutie base que j'aimais bien. Ouais. c'est ça. C'est comme un. Ça fait une espèce de couche. Hey, la seule image que j'ai, c'est une vaseline sèche. Oui, ben C'est comme la poudre de bébé, là. Ça donne l'effet que ça glisse. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme Oui, juste ça glissant, sèche. mais c'est pas gras, dégueu. Ça fait juste un petit glissement. C'est ça. C'est ça qui glisse au lieu de frotter sur la peau qui va venir faire une ampoule. Et si on veut suivre les étapes, on agrandit ses chaussures. Après ça, s'il y a une ampoule, on pète l'ampoule avec un fil idéalement. Tout est propre avec désinfecté. Ensuite, on va aller se reposer. On garde ça à l'air propre. Juste avant de mettre ses bas et ses chaussures, on met la crème barrière. Ensuite, on met ses bas, ses chaussures et on court. S'il y a une nouvelle ampoule qui a été formée, on recommence le processus. C'est pas parce que ça a été mal fait. On fait juste le refaire. Tant que ta peau est saine, translucide, ça semble contre-intuitif d'aller briser ça, mais on le brise très peu. Là. C'est un petit trou. Là, fait que... Juste pour dire. Ouais. T'as-tu déjà vu une différence avec différents types de chaussettes? Non. Non? Hey, ouais, je me suis tellement posé des questions. Hey, j'ai changé mes chaussettes. À cette heure, peu importe la paire de bas que j'ai, ouais, ça fera pas de différence. Ah bon. Ouais. Puis là, une fois que c'est fini, ton événement, ton grand défi, il y a comme toute une autre grosse étape là, qui s'amorce. Puis c'est tough parce que pendant que tu es dedans, puis autant tu sais, là, je prends notre expérience en fin de semaine, autant les coureuses que nous comme bénévoles ou les coachs, on est dans une énergie de fou. Tu te poses pas la question, c'est je me lève, je m'en vais là, je cours, j'ai du gaz, je suis prêt pour les gens, je suis là. Puis là, après ça, boum, il y a un gros creux, puis hey, j'ai le goût de faire une parenthèse justement avec le reset. Tu donnes du temps à ton corps pour. Wow, là, c'est là tu prends conscience de tout ce qui est arrivé dans ton corps, de la fatigue réelle que tu vis, de tout le manque et la privation de sommeil, d'hydratation, etc. Puis il y a plein de choses importantes à faire là pour pas faire durer ça ou avoir des séquelles importantes. Effectivement. Fait que la fatigue qui a été accumulée, l'effort physique qui va avoir été déployé, tous les enjeux physiques dont on a parlé précédemment vont avoir un impact sur l'équilibre sur tous les systèmes. Donc, ça se produit pendant l'événement, mais à quelque part, il faut que ça se rétablisse, cet équilibre-là. Donc, il va y avoir un déséquilibre au niveau électrolytique, au niveau du système nerveux. Le système nerveux sympathique va avoir été surutilisé. Le système parasympathique, il est comme tout bouleversé avec les changements au niveau du sommeil. Il peut y avoir un déséquilibre aussi qui se reflète au niveau hormonal. Donc, tout ça va avoir un impact sur notre santé physique, notre santé mentale, la santé psychologique, émotionnelle. Puis, concrètement, on voulait faire une petite conclusion pour les demoiselles qui vont écouter l'épisode, mais pour toute personne qui vont accomplir de grands défis extrêmes, où on pousse le corps à son extrême, sur quelle façon
de quelle façon on identifie que notre corps n'est pas complètement prêt à repartir ou qu'il n'a pas complètement récupéré? Un des signes qui est facile à voir, surtout, tu sais, les coureurs, on a toute une montre, hein? Fait Mm. qu'on a un paquet d'indicateurs comme ça. Souvent, au niveau de la fréquence cardiaque, on va voir que la fréquence cardiaque au repos va continuer à être plus élevée qu'à l'habitude. Pas beaucoup quand même. Non, mais Ça peut c'est... être une augmentation négligeable, Ouais. mais quand même qui montre un signe de fatigue. Si tu es habitué, par exemple, d'être à 65 de base, puis que tu es à 70, 75 jour après jour, ah, c'est ça. C'est sûr, sûr que ton cœur est encore fatigué. Puis il faut qu'il... C'est ça, son efficacité est plus basse. Fait que pour la même pompe de sang qui était suffisant d'en faire 65 par minute pour suffire à tous tes besoins, là, il faut qu'il pompe plus, donc sa force est diminuée. Effectivement. Prends le même besoin divisé par 75 au lieu de 65. Fait que chaque pulsion cardiaque est moins efficace. Puis ce qu'on laisse de côté aussi, c'est au niveau du système nerveux, il a tellement été surutilisé que ça se manifeste au niveau aussi de la fréquence cardiaque. Donc, ça peut être un impact au niveau du système nerveux, là, la modification de la fréquence cardiaque. Ce qui va être associé à ce que tu as parlé, l'effet physique de l'augmentation de la fréquence cardiaque, ça va être l'essoufflement. Donc, pour le même effort, le même escalier que tu as l'habitude de monter à tous les jours, tu peux être super essoufflé. Donc, Là, on parle pas des quads des escaliers, là. Non, Juste c'est le ça. cœur. Oui, c'est ça. Fait que juste la ventilation qui va être augmentée démontre qu'on est encore en train de récupérer. Je l'ai nommé un petit peu à la blague, là, mais effectivement, tout ce qui est musculaire va avoir été hyper taxé, là. Moi, la suite d'un défi comme ça, là, je dis tout le temps, ouais, la toilette est basse, là. Tu sais, quand tu C'est ça. descends, plus, ah, shit, faut que j'arrive. Là, boum! Effectivement. Ouch! Ouais. Après ça, encore au niveau du cœur, on peut avoir des palpitations. Donc, c'est encore un signe que le système nerveux, tout l'équilibre électrolytique est en train de se rétablir. Donc, c'est important de bien s'hydrater. Une autre information où on peut lire qu'il y a un petit déséquilibre au niveau de l'hydratation, ça va être au niveau des urines. Donc, elle peut changer comme de texture, être brouillée ou changer de couleur. Donc, c'est un signe d'un besoin de réhydratation là, quand on a les urines pas de la même couleur. Désolée de parler de ça sur le podcast, mais il faut se dire les vraies affaires. Du pipi différent. Le pipi différent. Un sommeil agité. Si on a l'habitude de dormir très profondément dans des conditions X, Y, Z, puis là, tout à coup, on se réveille plusieurs fois par nuit, on se réveille avec des sueurs, faire plus de cauchemars. Encore une fois, le système nerveux, tout le corps est en train de récupérer, tout en train d'intégrer ce qui s'est passé, puis d'aller venir créer des adaptations plus profondes ou constantes, là. On le dit, hein, le corps progresse. C'est pas pendant qu'il court qu'il progresse, c'est entre deux courses. Donc, ça peut se manifester pendant plusieurs jours dans le sommeil. La dernière journée, tu sais, l'événement, le défi, la fin, on a fini, il était dimanche vers 3 heures. Je viens à la maison, puis là, j'étais comme, ouf, je m'évache devant la TV. Je suis brûlé, tu sais, fait que je m'évache, je prends ça mollo, là, c'est assez, là, je bouge plus. À 6 heures, là, je cognais des clous, je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu me coucher? Mais il est trop tôt. J'avais envie de recaler mes cycles un peu, puis je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Puis là, j'ai pas la théorie autour de ça. Mais ouais, je vais me mettre en action un petit peu. Je suis fatigué, je vais faire quelque chose. J'aurais pas conduit de machinerie lourde, mettons, là. Mais quand même, sortir dehors un peu, bouger un peu pour aller me coucher un peu plus dans mes heures d'habitude. Et ça m'a donné une excellente nuit. J'avais ben trop peur de me coucher à 6 heures, puis me réveiller justement à minuit, puis ting, les yeux ronds, d'avoir tout brisé ça. Fait que d'avoir été capable de me ramener, même si je rajoutais un petit peu plus de fatigue, tu sais, que de m'être couché à 6, je me suis rendu peut-être à 9h30, 10h. Puis ça a été toute la différence du monde, là. Je me suis levé ce matin, puis j'ai eu l'impression déjà d'être recalé sur le sens du monde un peu plus, là. Bon, je me suis levé tard, mais plus que mes habitudes. Mais j'ai l'impression que ça ne prendra pas 8 jours de décalage. Vraiment, 2-3 jours, là, ça va être replacé. En lien encore avec le sommeil, on a été étonné d'avoir une bonne variabilité de la fréquence cardiaque. On se serait attendu à l'inverse. Donc, on est allé un peu lire là-dessus, se questionner sur pourquoi, après un événement aussi intense où on aurait l'impression que l'épuisement viendrait affecter négativement notre variabilité cardiaque. Je ne sais pas si tu veux le décrire. Oui, en fait, c'est que ce qui arrive, c'est que oui, ta VFC est anormalement élevée, sauf que le piège,
c'est que c'est une hyper-réactivité parasympathique. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Le système sympathique qui est comme le fight or flight de hey, go vite, on va courir, ok, Ouais. on en donne. Parasympathique, lui, il fait comme wow, ok, là c'est une période calme-toi, repose-toi, qu'on va favoriser, mettons, avec justement, sommeil, méditation, etc., des périodes plus calmes. Ton parasympathique veut calmer ça. Et là, c'est une hyper-réactivité. Ton sympathique a tellement été sollicité pendant ça, tu sais, go, 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 puis tu n'écoutes pas tes signes Ouais. de récupération, ton parasympathique qui dit non, calme-toi, va te coucher. Non, non, je peux pas, je vais courir. Ouais. Fait que là, tu as tellement priorisé le sympathique, puis là, lui, il n'est plus là. Puis le parasympathique fait comme OK, c'est mon tour. Fait que, lui, il est à côté dans le fond, fait que ça donne une VFC qui est très élevée. Fait que C'est comme c'est le système nerveux qui vient forcer le corps à se mettre dans un état pour guérir puis rétablir l'équilibre qui a été complètement bafoué pendant les 5 jours qui viennent de passer. Exactement. Mais c'est pas réel, c'est pas Non. un signe d'une belle récupération. T'es en train, là, fait que c'est ça, faire attention de tomber dans le piège, de faire comme tabarouette, ma VFC est belle, là, on va aller courir. Ouais, c'est ça. Ceux qui ont ça, cette mesure-là de VFC, vous regarderez qu'il y a une zone, une espèce de zone verte qui est votre zone à vous. Puis il n'y a pas une bonne VFC, il y a votre bonne VFC. Parce que moi, mes métriques à moi, qui sont entre X et X millisecondes, ne sont pas les mêmes que les tiennes ou quelqu'un d'autre. Fait que de comparer, la mienne est plus haute que toi, on s'en torche, c'est pas ça qui est important, c'est t'es où par rapport à toi. Fait que là, de l'avoir très haute, moi, un matin, je suis comme oh shit, je suis quasiment au double de mon habitude. Tu sais, je me tiens à 45-50, là, j'étais à 87, je fais puis c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. Ça peut pas être normal. Non, c'est sûr que c'est pas correct. C'est là que je suis allé voir. Puis en fait, c'est comme si tu as épuisé tout ce que tu avais d'adrénaline. Puis là, c'est ça. Ça laisse la place au parasympathique de dominer puis d'aller de ce côté-là. Mais tu sais, je fais un pont. Ça m'est déjà arrivé, justement, suite à un pré-défi, j'avais des douleurs que je traînais depuis quelques mois. Puis après, ça, c'est un 48 heures, le pré-défi, où on fait comme une simili-pratique. Ouais. Toutes mes douleurs étaient disparues. C'est comme, ben voyons que j'ai plus de douleurs. Puis en ce moment, les douleurs que je traîne, tu sais, habituellement, sont très peu présentes. Mais c'est pas nécessairement le signe d'une guérison. On guérit pas par magie parce qu'on a couru 4 fois le nombre de kilomètres qu'on On est voudrait y habitué de croire. courir. Oui, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que c'est un peu. Je pense que c'est dans le même type de piège où dire ben non, mon corps va super bien, je me sens bien, je suis pas essoufflé, mon cœur va bien. C'est impossible que ton corps, en ce moment, ait pas besoin de récupérer. Fait qu'on fait attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Fait que la règle d'or, mais c'est que c'est le ressenti qui va toujours l'emporter sur la montre. Ouais. Même si votre VFC a l'air anormalement excellente, si tu te sens fatigué, ben c'est parce que tu es fatigué. Oui, c'est ça. Puis finalement, dernier signe qu'on n'est peut-être pas complètement guéri ou rétabli, il peut y avoir des symptômes au niveau de l'humeur, au niveau d'une plus grande irritabilité, un brouillard mental ou complètement à l'inverse, une hypervigilance. Donc, quand on est dans le système nerveux sympathique, justement, qui est dans des situations de fuite, d'extrême urgence, bien là, si ça s'étire dans le temps, on garde une hypervigilance, que ce soit sur nos sensations physiques, sur ce qui se passe autour de nous, sur les sons quand on essaie de dormir. Donc, c'est encore un signe, que ce soit l'hypo ou l'hypervigilance, qu'on n'est pas complètement récupéré. Finalement, j'aimerais faire une petite astérix sur la prise d'antidouleurs. Souvent, on va être porté à vouloir diminuer les douleurs physiques par de la médication. Il y a l'acétaminophène qui peut simplement bloquer les récepteurs de la douleur. Fait qu'il va y avoir un plus grand confort. Fait que ça peut contribuer à avoir un meilleur sommeil, être capable de rester allongé plus longtemps, on va être capable de vaquer à ses occupations quotidiennes. Par contre, on va faire attention aux anti-inflammatoires. Donc, tout ce qui est ibuprofène, Advil, Aleve, naproxen. Donc, en fait, quand on est en post-défi, post-entraînement, toutes les situations où on a demandé un effort physique à notre corps, il va se créer un processus inflammatoire. Ce processus-là est nécessaire à sa guérison. Donc, de guérir, c'est d'être en inflammation. Le naproxen, l'Advil, va être utilisé quand il y a des douleurs chroniques qui s'installent. Fait que il se passe plusieurs semaines, il y a une douleur qui finit pas par partir. Puis là, c'est comme le corps qui envoie des signaux un peu là, qui
qui sont pas juste... Il y a plus de blessures, mais le corps continue de guérir. Fait que là, on veut venir réduire l'inflammation pour qu'il se crée une guérison totale, complète. Mais en phase aiguë, c'est pas souhaité, c'est pas souhaitable de réduire l'inflammation. Donc, on va venir priver le corps de sa guérison naturelle. Puis, à l'effort, il y a vraiment des conséquences qui ont été étudiées. Donc, tu sais, il peut se créer, on peut tomber en hyponatrémie, il peut y avoir des segments au niveau gastro-intestinal, puis des risques au niveau cardiaque, là. Il y a des arrêts Quand cardiaques, même, hein. l'augmentation de risque d'arrêt cardiaque est, est notable là, quand il y a une prise anti-inflammatoire. Donc, vas-y. Minimalement, tu sais, tu as parlé autant d'acétaminophène que d'ibuprofène, whatever. Il faut quand même être prudent que tu es en train de masquer un signal de C'est ça. douleur. Tu sais, c'est ça. Peu importe. Oui, l'ibuprofène a quelque chose de plus là, parce que tu stoppes l'inflammation qui est bénéfique, mais en plus, tu sais, il faut que tu sois conscient quand tu le prends, c'est pas pour j'aurai pas mal, je vais refaire d'autres choses. C'est un peu comme une béquille. Je prends ça pour me laisser guérir, pour être bien après. Je peux aller en rajouter une couche, finalement. Non, c'est ça. Fait que ça peut être utile d'avoir des symptômes de douleur si on a une activité, je sais pas moi, tu pars avec tes chums en bateau, puis là, tu viens pour faire du ski nautique, tu as trop mal aux genoux, ben ça peut être pas pire que tu pas faire de ski nautique parce que tu as encore mal aux C'est ça. genoux, tu sais. Fait que même si c'est pas la même activité, c'est sûr que là, si ça devient complètement, t'es incapable de faire ton quotidien ou de dormir, tu sais, ça peut être un bon moment. Mais attention aux anti-inflammatoires parce que c'est utile d'avoir de l'inflammation après un si gros événement. Fait que probablement, si tu as écouté cet épisode-là, c'est que tu cours. Tu es probablement coureur. Parce que quelqu'un qui est pas coureur doit se dire: «Mais pourquoi qu'ils font ça?» Tu sais, on prend n'importe quel type de course, là. Tu sais, 5 km, 10 km, 21, 42, oui, on va dire toutes les distances. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu fais ça? Mais on le sait comme coureur, une fois qu'on a couru suffisamment longtemps pour dépasser cette portion-là de je sais pas trop si j'aime ça, puis de commencer à apprécier la course. C'est tellement transformateur. Puis je le sais que chacune des filles qui ont réalisé ce défi-là en fin de semaine, il n'y en a pas une qui est la même qu'avant ce défi-là. Parce que de réaliser ça, oui, c'est un peu fou, mais ça démontre à quel point la personne est forte, la personne est persévérante, la personne est généreuse. Parce qu'on le sait, ces femmes-là ont travaillé pendant presque un an pour ramasser de l'argent pour une cause qui est peut-être la leur, mais peut-être pas. Puis peu importe qui ça concerne, qu'est-ce que ça vient chercher dans leur cœur, ces personnes-là ont sacrifié du temps, de l'énergie, de la vigilance, du temps de qualité avec leur famille, leurs enfants, leur travail, leur activité. Puis de physiquement de venir se dépasser à ce point, de se mettre dans un état où fais attention, ton corps a vraiment, vraiment besoin de récupérer, Mmh. de s'amener dans un état où tu pourrais te ramasser à l'hôpital gravement Ouais. blessé. Tu sais, tu peux atteindre à ton intégrité physique. Ça démontre à quel point tu es capable de ne pas penser qu'à toi, mais penser aux autres. Puis je trouve que de prendre conscience de ça, un non-coureur ne comprendrait pas, Impossible. mais de prendre conscience de ça, c'est de réaliser à quel point on peut être une grande personne parce qu'on se définit comme individu à travers des actions qu'on pose, des décisions qu'on prend, puis des gestes qu'on va entreprendre au courant de notre vie. Fait que, ben, bravo les demoiselles, bravo les filles, ça a été un honneur de vous accompagner dans ce grand défi-là. Ça a été découverte par-dessus découverte. Chacun a fait place à ses souffrances, faire place à une grande vulnérabilité. C'est un grand signe de confiance. Puis ça a été une joie de partager ça avec vous. Mais je m'en allais effectivement dans la confiance aussi, où j'ai le goût de dire merci aux filles, oui, de nous avoir fait confiance, de nous avoir fait une place aussi. C'est pas évident, là, on arrive, on est des étrangers, puis on a «Salut, qu'est-ce que tu veux? Puis qu'est-ce que je peux faire?» Puis Mhm. on pose des questions, puis et moi, ils ont tous été dans l'ouverture, Oui. puis je les ai pratiquement toutes posé la question: «Qu'est-ce qui t'a amené ici aux demoiselles?» Puis c'est le fun parce que, tu sais, j'ai toute une raison très personnelle
Puis la plupart, après ça, ils me disent, ah, mais la cause aussi, hey, ça, j'en doute tellement pas. Mais tu vois qu'il y avait un petit quelque chose, il y avait chacun leur petite feinte ou leur petite Ouais. raison. Ouais. Mais aujourd'hui, tu sais, mettons, en fin de semaine, là, dans l'instant présent, c'était le dépassement physique parce que comme tu as travaillé tellement fort, tu as parcouru tellement de kilomètres. Fait que oui, aujourd'hui, oui, la cause, ça a été la raison qui t'a amené initialement à t'inscrire, à signer. Mais là, en fin de semaine, c'est ça, c'est la cerise sur le Sunday. C'est Ouais. le petit moment de plaisir, de dépassement, puis de faire comme ah, OK, je suis capable d'accomplir ça. Maintenant, je suis capable d'accomplir n'importe quoi. Ouais. Ouais. C'est ça. Tu as donné, tu as participé à une cause, mais à côté de ça, existe aussi ta fierté à toi. Puis Oui, ça fait pas d'ombre. Un et l'autre ne se font ben pas non, d'ombre, les deux ben non. existent. Ouais, absolument. Je trouvais important de le nommer parce que ça peut être difficile tu sais, d'exprimer, d'extérioriser. Mais qu'est-ce que je viens de vivre là, moi? Il vient de se passer 5 jours, dans le temps de le dire, j'ai claqué des doigts, c'était terminé, je suis brûlée raide. Les gens me regardent, puis t'as-tu aimé ça? Oui, raconte-moi. Je ne sais pas quoi te dire. C'est tellement comme plus grand que soi, ce qui a été vécu. Puis, tu sais, si c'est pas encore clair, prenez le temps, ça va décanter, ça va se déposer. Il y a plein des petites anecdotes qui vont pousser ici et là, des souvenirs, des photos. Puis tout ça va prendre sa place au fur et à mesure que le temps avance. Mais sachez-le, mettez ça dans votre petite poche en arrière. C'est à vous autres. Mais, hein. Puis c'est un peu ce que je voulais dire. C'est, on dirait, j'ai-tu le droit d'être fier? Tu sais, c'est pas pour moi que je le faisais. Mais Hum, oui, il y a une composante pour Ben toi. oui. Puis j'aimais, tu as fait un beau message dans un groupe privé des demoiselles qui disait, pense à une demoiselle qui t'a impressionné, que tu es fier d'elle, tout ça. Puis regarde-toi, puis dis-toi la même chose. Hum, J'étais comme, ah, tellement, Oui. tellement. Ouais. Ça, on attribue plus de fierté à ce que l'autre a accompli. Mm. Mais il faut se l'offrir à soi-même. C'est super important. Puis la première fois que j'ai fait le défi des demoiselles, j'étais une demoiselle, puis je me suis rendu compte qu'il y avait des bénévoles parce que tant que tu ne l'as pas vécu, on dirait que tu te le fais expliquer, mais tu comprends pas tout. Tu dis, je vais faire confiance, ils doivent savoir ce qu'ils font. Puis là, j'étais là, mais il y a donc bien de bénévoles. Mais puis là, ils ont pris congé 5 jours de temps pour venir courir jour et nuit pour que nous, on puisse courir jour et nuit. Je le comprenais pas, je saisissais pas pourquoi, parce qu'eux, ils sont pas été impliqués, ils n'ont pas tant lié avec nous autres. Tu sais, on se voit un peu, mais pas tant que ça. Mais puis là, pour l'avoir vécu, tu sais, on l'a vécu un peu en tant que coach, mais comme bénévole, c'est quelque chose d'accompagner quelqu'un qui vit un dépassement de soi, puis de pouvoir pallier aux limites qui sont imposées par Mhm. l'environnement. On a parlé durant tout le long de l'épisode. Puis c'est extrêmement valorisant de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, comme demoiselle, tu fais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tu sais, la cause, les victimes de violences conjugales. Fait que tu fais ça pour quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus facile de venir parcourir 100 km, 50 ou 100 km. Mais après ça, ça peut se continuer. L'expérience peut se prolonger en devenant bénévole. Fait que j'invite toutes les demoiselles qui ont vraiment eu une belle expérience puis qui ont une certaine curiosité par rapport au rôle des bénévoles. Si tu as accompli le défi des demoiselles, tu es capable de l'accomplir aussi en tant que bénévole. Puis c'est comme c'est un prolongement du défi des demoiselles. Donc, je vous invite à donner votre nom comme bénévole coureur. C'est le fun. C'est le Écrivez-vous fun. tout de suite là, pendant que tu sais, t'es chaud. Là. Ouais, C'est comme. c'est frais, là. Ouais, Ouais, tu effectivement. finis une course, puis je me réinscris tout de suite à l'autre. Ouais. Tu réfléchis pas, tu le Non, fais. c'est ça. Comme après Ottawa, hein? Pareil. Après Ottawa. Ouais, pareil. Écoute, j'ose parler à nos deux noms, mais moi, je suis extrêmement fier de ces 31 femmes-là, de ce qu'ils ont accompli pendant ces journées-là. Puis c'est un privilège d'en avoir été témoin de façon aussi concrète et proche de l'action. Tu sais, il y a des supporters qui les voient passer, puis c'est magnifique, c'est important, ces gens-là, mais tu sais, d'avoir vécu ça avec eux, c'est un gros wow pour moi. Là. C'est important de le nommer aussi. Les coachs qui ont accompagné les filles tout au long de l'année. Puis le conseil d'administration aussi qui met tout en œuvre pour que tout se déroule bien. Puis de un peu être en arrière du décor pour dire dans les coulisses, dire on va mettre ça en place, s'organiser justement pour qu'il y ait des coachs, pour qu'il y ait des bénévoles, pour que les filles puissent évoluer puis progresser puis être capables de réussir leurs défis. C'est un travail de longue haleine puis qui est un petit peu justement mis en coulisses, mais qui est vraiment non négligeable. C'est un travail fort en arrière-plan, puis c'est pas grave si ça tient à peu près, puis qu'il y a des problèmes, mais les filles ne voient rien de ça. Non, c'est ça. Ils ont juste le beau, ils ont le spectacle. Effectivement. Vive à plein. Fait que sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Bonne course.
tu as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent Chaque jeudi. Puis tant qu'à y être, laisse-moi un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.